il ne faut jamais que ton client quitte ton site e-commerce lorsque tu fais un retour. Il y a beaucoup de solutions qui étaient en fait des solutions où tu l'envoies sur un autre URL pour faire ton retour. Le problème, c'est que quand tu es sur l'autre URL, tu fais que ton retour. Tu peux pas repartir dans le site. Et en fait, tu perds ton client. Donc évidemment qu'il va être plus enclin à choisir un remboursement. Alors Salut et bienvenue dans un nouvel épisode d'e-commerçant. Je suis avec Raphaël. On va parler aujourd'hui des retours clients et de comment réduire tes remboursements sur tes différents retours. Donc cet épisode, c'est clairement une masterclass du retour. On a parlé de plein de sujets différents. Il nous a partagé des anecdotes, des réussites avec des marques comme Nathalie, Eden Park, Isaac, etc. qui ont des nombres de retours, t'imagines bien, qui sont hyper impressionnants. Donc j'espère que cet épisode te plaira. Et puis si tu as tout simplement des questions ou autres, tu peux nous mettre ça en commentaire sous la vidéo YouTube. Tu peux nous retrouver aussi sur e-commerçant.com et tu pourras contacter Raphaël sur le site de Babac. Salut et bienvenue Raphaël. merci beaucoup. Ravi de t'accueillir sur le podcast e-commerçant. Aujourd'hui, on part sur le sujet des retours en e-commerce. Quand même un sujet où la plupart des e-commerce n'aiment pas trop les traiter parce que ça coûte beaucoup d'argent en général et pourtant c'est un enjeu majeur. Ce que je te propose, peut-être pour commencer direct dans le vif du sujet, c'est de te présenter un peu et de nous dire qui tu es, ce que tu fais, etc. Écoute, merci à toi d'être venu ici à Station F. Du coup, je m'appelle Raphaël Touati, j'ai 29 ans. Je suis le cofondateur d'une solution qui s'appelle Babac. On traite l'expérience client post-achat. Et comme tu l'as dit, c'est les retours, mais c'est pas que les retours. Il y a plein de sujets sur lesquels j'ai déjà hâte d'échanger avec toi aujourd'hui. Ok, et du coup, Babac, vous avez créé la boîte quand ? Babac, ça a bientôt 2 ans. En fait, c'est le 3e projet dans les retours que je mène. C'est le premier avec mon associé Benoît, qui est strasbourgeois. C'est pour ça que la boîte est à Strasbourg. En fait, c'était une longue histoire. Mais long story short, moi, ça fait 3 ans et demi que je suis obnubilé par les retours e-commerce. À l'époque, c'était le Covid. Je ne sais pas si tu te souviens, mais il y avait des gros problèmes de supply chain. Mais ça a été vraiment un moment pour moi de déclic pour essayer d'aborder ces sujets de manière très concrète et de manière terrain. Attends, qui est genre passionné de retour ? C'est une bonne question que tu me poses là. Surtout que j'étais avocat avant. Moi, mon métier à la base, c'était le droit. Je faisais des fusions-acquisitions. Donc, c'était comme des très grosses opérations. Sauf que quand j'ai prêté serment, je me suis dit, tiens, l'écosystème startup, c'est intéressant. J'avais fait quelques levées de fonds en cabinet. Je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de trouver des clients start-upers. C'était le 19 février 2020. Enfin, le début du Covid, quoi. 3 semaines avant le début du Covid. Trouver des clients, c'est devenu très compliqué. Donc, je me suis intéressé à Internet, au e-com. Et c'était le moment où il y avait le plus de problèmes, parce qu'en fait, on voulait tout se commander en ligne. Il y avait des problèmes d'approvisionnement et des problèmes de retour. Et je voulais trouver une solution à ce problème. C'était quoi les problématiques que tu avais identifiées particulièrement sur les retours à cette époque que tu trouvais, alors au-delà du volume effectivement de demande qu'il y avait, c'était quoi les enjeux principaux que tu avais identifiés ? Mais c'est bien que tu me poses la question parce qu'en fait, les volumes, je les connaissais pas. Je voyais juste ça en tant que client. Et selon les sites où j'achetais, très souvent, il fallait que j'aille acheter une étiquette à la poste avec une adresse de livraison du retour. En fait, on me disait, OK, vous voulez faire votre retour ? Pas de problème. Envoyez ce colis à cette adresse. Et en fait, je suis aussi un consommateur e-com important. Je fais beaucoup de retours parce que je suis un peu un acheteur impulsif. Mais la vérité, c'est que quand tu vois la façon dont on devait retourner un produit à l'époque, tu disais, mais c'est pas possible. En fait, il y a un écart qui est trop gros entre les pure players et les mastodontes et les sites, on va dire, e-com classiques qui essayaient quand même d'émerger avec leur propre site, leur propre image de marque. Et il y avait une incohérence. Mais attention, comme je l'ai dit tout à l'heure, il m'a fallu 3 projets pour arriver à Babac. Donc on a pas mal itéré. Mais effectivement, il y avait un pain qui était assez évident et l'idée c'était d'aller voir comment faire mieux là-dedans. Et si on parle un peu de tes 3 projets précédents, c'était quoi les enjeux sur lesquels tu t'étais concentré ? Parce que j'imagine qu'avant d'arriver sur Babac, qui a l'air d'être quand même une solution qui fonctionne plutôt très bien aujourd'hui, comment tu avais pris les sujets au départ ? Qu'est-ce qui fait que du coup tu as arrêté tes projets précédemment ? Désolé, il y a plusieurs questions en une, mais je trouve ça intéressant de se dire, de voir aussi l'entrepreneur qu'il y a derrière et qui s'est dit, tiens, en fait, je peux traiter le sujet des retours de plein de façons différentes. Bah, c'est hyper intéressant comme question parce que en fait, moi j'ai repris des études après le métier d'avocat pour travailler au Crédit Mutuel Innovation, qui est un fonds de venture capital à Paris. Et en fait, ça a été une année où j'ai appris à comprendre un marché. C'était l'année Covid et moi mon métier c'était donc d'être analyste et je devais comprendre les marchés. Et c'est vrai que je me suis immédiatement intéressé au marché du e-com puisque j'avais identifié un sujet sur les retours. Mais j'ai eu d'abord une approche, on va dire VC, c'est-à-dire on cherche la scalabilité, on cherche avoir un pitch qui permet de lever des sous. Et en fait, ça ne me ressemblait pas du tout. Et c'était assez frustrant à dire.
Mais c'était pas pour moi en fait de vendre du rêve aux gens, parce que en fait j'étais parti d'un problème qui était tellement concret que j'étais pas là pour vendre une vision impossible, j'étais juste là pour permettre à la majorité de rattraper l'écart déjà considérable avec les pure payeurs du e-commerce. Donc un premier projet, c'était des espaces d'essayage pour les commandes en ligne. En gros, je me suis dit que l'expérience en point relais était catastrophique, qu'on n'était pas toujours chez soi, et que si on pouvait permettre de réduire le taux d'absence du colis, enfin d'absence du produit dans les stocks marchands, c'est-à-dire réduire le moment où je commande, je me fais livrer, j'essaye mon produit, puis finalement je suis pas content, donc je vais à la poste pour le renvoyer, puis le produit est traité à l'entrepôt, enfin bref, c'est vraiment au moins 2 semaines. Si on arrivait à trouver un endroit qui était une sorte de boutique dédiée au e-commerce, où je me fais livrer mon produit, je l'essaye, si ça va, je le garde, si ça va pas, je le laisse, en fait on allait gagner du temps et donc de l'argent. La vérité, c'est que ça coûte très cher de louer à Paris des 40 mètres carrés comme nous on a fait. Ça nous a coûté 10 000 € pour 6 semaines de pop-up. Donc ça s'est pas hyper bien passé. On a été point relais. Moi j'étais point relais il y a 2 ans, à ce moment-là, d'année. Donc c'était ouf. Genre j'avais des colis comme toi quand tu vas au point relais à côté de chez toi. Et je l'ai fait genre le jour de Noël, la veille de Noël. Enfin, c'était vraiment terrain. C'est dur. Hein. Mais donc du coup, c'était un premier projet qu'on a arrêté parce que ça coûtait trop d'argent. Mes associés m'ont quitté l'aventure. J'étais tout seul. Deuxième projet qui était à l'époque de Cajou, je sais pas si tu sais, la livraison à domicile. Ouais, Cajou, pour replacer, c'est ceux qui ont lancé du business de livraison de tes courses en 15 minutes à Paris. Il y a eu Gorilla, il y en a eu pas mal d'autres flics. Enfin, moi, il y a eu plein de noms différents. Bon, pour info, ils ont tous fait faillite. Donc voilà, pour info. Exactement. Et en fait, je me suis dit, les mecs, ils livrent, mais ils rentrent à vide à leur entrepôt. Donc, ce que je voulais, c'est qu'ils récupèrent les colis retour de mes clients sur leur chemin retour. Je trouvais ça smart. Sauf qu'en fait, pour faire ça, j'ai créé un site sur WooCommerce. Donc, comme je te disais tout à l'heure, j'étais avocat, donc j'ai appris vraiment de A à Z. C'était pas mal, mais faire venir les gens sur un site WooCommerce pour prendre un rendez-vous de picking, c'était une tanasse. Enfin, vraiment, c'était compliqué. Et c'est là où donc, j'étais tout seul et j'ai eu la chance de rencontrer Benoît, qui m'a dit OK, parce que j'avais quand même essayé, j'avais fait de la pub, j'avais fait une quinzaine ou une vingtaine de picking. Il m'a dit c'est pas mal, mais tentons autre chose, tu vois. Et on s'est dit bon, il faut créer un module directement sur le site. En fait, évident quand tu en penses a posteriori, pour que le client puisse choisir son picking. Et en fait, on s'est juste rendu compte que le picking n'était même pas l'enjeu et qu'on l'avait vu initialement, ce que j'avais vu il y a 3 ans et demi maintenant, c'était déjà un produit en soi. Donc, créer une très belle interface en marque blanche de gestion des retours et des échanges pour les e-commerçants. Okay. Et c'est ce que fait Babac aujourd'hui, du coup. Ouais, effectivement, c'est notre produit phare parce que c'est déjà un avantage immense pour les e-commerçants. C'est ça qui est incroyable, c'est que d'un produit qui était d'abord un produit métier, parce que ce que je t'ai pas dit, c'est qu'entre-temps, j'ai passé beaucoup de temps dans les entrepôts logistiques, mais quand je dis beaucoup de temps, c'est vraiment beaucoup de temps. Et en fait, je sais pas si on peut dire lié à l'affection, mais pas loin. J'étais très impressionné en fait par le travail des opérationnels dans les entrepôts. Et ces gens-là, c'est lié au problème initial qui est de dire, quand tu renvoies un colis avec la poste, en fait, l'entrepôt n'est pas au courant de quand le colis va arriver, de ce qu'il y a dans le colis. Et c'est aussi pour ça qu'avec Benoît, quand on a travaillé sur la première version de Babac, on n'avait pas de clients. On s'est dit, il faut absolument une interface Babac dédiée aux logisticiens qui leur permette de savoir quels sont les colis qui vont être à recevoir et à traiter et connaître leur contenu. Et ça a été vraiment, en fait, les 2 services qu'on a créés, ça a été à la fois quelque chose de très back-office, très logistique, très métier, et quelque chose de front pour la fidélisation client. Okay, ouais, effectivement, c'est un enjeu. Je vois là, tu sais, donc moi j'ai mon site e-commerce à côté, on a des produits avec des tailles, donc forcément on a des retours. Et c'est assez impressionnant parce que les retours, c'est vraiment une galère. Et pour le coup, nous on est très transparent sur ça. Tu vois, on est vraiment en mode 30 jours, retour offert, donc entre guillemets, on met toutes les chances de notre côté à ce niveau-là. Mais c'est vrai que ça coûte très cher, et 2, d'un point de vue juste gestion opérationnelle, c'est très compliqué, et les gens ils ont une attente élevée sur les retours parce qu'en fait c'est de l'argent qui est en attente chez toi, et donc c'est assez important. Bah écoute, juste peut-être pour positionner, c'est quoi un peu les sites que tu accompagnes aujourd'hui sur justement avec Babac sur leur retour? Alors nous on a eu une contrainte qui a été une contrainte volontaire, c'était de dire on est une boîte autofinancée, on est une boîte métier, on est une boîte terrain. Le corollaire de ça, c'est qu'on a dû aller chercher immédiatement les grands comptes. On fait exclusivement des sites Shopify aujourd'hui. Et nos plus gros clients que tu connais certainement, c'est Isaac par exemple, c'est Le Tanner, c'est Delzay pour les valises, c'est Et moi, et mon premier client qui est celui qui est le plus historique, c'est Eden Park, et Bastien Bourget vraiment, que je salue ici s'il nous écoute. C'est un mec extraordinaire parce qu'il nous a fait confiance alors qu'on avait un produit qui était vraiment tout neuf et qu'on corrigeait. En fait, on leur disait pas, mais
on faisait les étiquettes à la mano au début parce que ça marchait pas comme ça devait, tu vois. Maintenant, il est au courant. Non, mais je pense qu'il s'en doutait parce qu'il savait que le samedi on travaillait, il savait que le dimanche on travaillait. On s'est pas arrêté depuis, hein. Mais c'est vrai qu'il nous a fait confiance et ça a tout changé pour nous. On avait Flot et Eden Park qui ont été nos 2 premiers testeurs. Flot a essuyé les plâtres et Eden Park a pu en profiter, mais ça nous a vraiment, ça a changé notre vie hein, d'avoir ces clients là au début. Ça a vraiment changé notre vie. Ouais, je comprends. En vrai, c'est méga important et surtout, c'est des clients qui vont te challenger. J'imagine des marques comme Eden Park. Flotte, c'est les vêtements pour la pluie, c'est ça hein. Exactement. Qui d'ailleurs sont passés dans Qui veut être mon associé. Exactement. Et qui ont dû faire un volume impressionnant aussi de commandes et potentiellement derrière de retours mathématiquement. Et quand tu as des volumes comme ça, aussi, ça t'oblige à itérer vite. Parce que tu dis finalement, je suis rapidement sous l'eau, donc il faut que je trouve une solution d'automatiser tel et tel truc. Ok. Écoute, merci pour cette présentation. Ce que je te propose, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc, le podcast d'aujourd'hui, ça va être 2 parties. Premièrement, la partie retour. Donc, comment on améliore, qu'est-ce que sont les retours, quels sont un peu les challenges sur ça. Puis une deuxième partie, on va s'intéresser principalement à la partie remboursement. Comment essayer de limiter l'aspect remboursement et de façon intelligente et dans une bonne démarche. Donc, pas dans un truc où tu vas juste galérer en tant que client. C'est déjà le truc que je voudrais te poser, c'est quoi pour toi aujourd'hui le process de retour parfait que les marques doivent proposer à leurs clients si on était dans un monde idéal? Alors, j'aime bien avoir une position forte. Et j'avoue que ma position sur les retours, c'est d'être vraiment conforme à la loi. La loi, elle te dit que les retours peuvent être à la charge du client. Et moi, je trouve que c'est en fait très bien. Pour moi, le parcours idéal d'un retour, c'est de dire sur le site, en marque blanche parfaite, il existe un portail accessible depuis le compte client ou depuis le footer qui permet au client très facilement de donner les raisons de son retour, de choisir une résolution de son retour, échange, avoir, remboursement, et à la fin d'obtenir son étiquette de transport. J'irais même plus loin, qui serait vraiment parfait, je dis ça parce qu'on travaille là-dessus, c'est de proposer une option de retour sans étiquette, voire même sans carton. Et parce que ça, pour moi, c'est ce qui va arriver dans les prochains mois, quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, mais c'est surtout, en termes d'expérience client, la certitude de savoir que en fait, tu as le droit de bénéficier de ton droit de rétractation et que tu n'es même pas obligé de retrouver le colis initialement que tu as un peu déchiré, parce qu'en fait, on te donne la possibilité de faire un retour de manière intelligente et facile. Ok, donc en gros, ton process, c'est tu as un portail, tu rentres tes informations de commande, ensuite tu choisis les différentes étapes jusqu'à finalement... T'as un suivi aussi un peu de ton retour ou Bien sûr, il faut un tracking du retour. Le client, il a besoin de savoir où on en est de son retour. Il a besoin de connaître un délai de remboursement ou de traitement de son échange et de son avoir. Ce délai, il est fondamental. Et les e-commerçants, malheureusement, ne le maîtrisent pas. Parce que c'est très dépendant du client déjà. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'après sa demande, il va aller déposer son colis. On ne sait pas quand est-ce que le colis va être traité à l'entrepôt. Parce qu'il faut savoir qu'un entrepôt logistique, on en parlait tout à l'heure, mais en fait, c'est pas fait pour les retours. C'est fait pour mettre des grosses palettes que tu exploses pour les mettre dans des grandes armoires classées, mais c'est pas fait pour traiter des petits colis qui sont scotchés assez mal et stockés à l'entrée de l'entrepôt et des rails de livraison, quoi. Et on se dit, bon, on va le faire ça après, parce qu'il faut préparer les commandes du jour, quoi. Donc c'est très complexe, même sur le plan opérationnel, tu le disais tout à l'heure. Et tu disais tout à l'heure que tu avais un positionnement assez fort sur la partie remboursement. Ouais. Pas remboursement, excuse-moi, sur la partie paiement justement des retours. Du coup, nous, on est totalement à l'inverse sur le site. On fait tous les retours gratuits et on le voit comme un avantage marketing. Genre vraiment, c'est ce qu'on met en avant. Limite, c'est un outil de vente plus qu'un outil de retour à proprement parler. Toi, tu es en mode, non, il faut faire payer le client son retour. Salut, c'est Pierre-Baptiste. J'interromps cette vidéo pour te parler de quelque chose qui va te plaire. Tu sais, mon métier, c'est de créer les meilleures stratégies sur Google Ads et aussi de faire grossir mon e-commerce en parallèle de ça. Et pour faire ça, je me renseigne énormément, je fais énormément de tests. Et du coup, déjà depuis quelques années maintenant, je publie beaucoup de contenu sur LinkedIn, sur tous les réseaux, etc. Et il y a un certain type de contenu qui n'a pas vraiment sa place sur tous ces réseaux-là. C'est des contenus ultra poussés qui permettent d'aller beaucoup plus loin. C'est pour ça qu'il y a un peu plus d'1 an maintenant, j'ai créé une newsletter dans laquelle je partage chaque semaine des articles très poussés sur les meilleures tendances Google Ads, sur les hacks pour aller chercher plus de renta, sur les meilleures techniques pour aller prendre de la croissance, que ce soit sur Google Ads. Je te partage aussi tous les tests que je mets en place sur mon e-commerce, des petits secrets dont personne ne parle pour optimiser ta logistique et un peu tous les aspects de ton business. Les retours sont unanimes. Je sais que c'est devenu un rendez-vous hebdo pour plusieurs milliers d'abonnés maintenant. Donc ça me ferait vraiment plaisir que tu puisses nous rejoindre.
Le lien est dans la description du podcast, sous cette vidéo, sous cet épisode audio. Je te laisse t'abonner et on reprend la vidéo. Oui, complètement. En fait, nous, le terme adéquat, à mon avis, c'est la participation optionnelle du client aux frais de retour. Nous, on permet à nos clients de choisir par pays un montant, donc soit 0 €, donc on offre les retours, soit un montant qu'ils décident, forfaitaire, pour faire participer le client aux frais de retour. Pourquoi on fait ça? Tu le sais, quand tu achètes en ligne, ça coûte pas uniquement le produit, ça coûte les frais d'expédition, ça coûte aussi ce que tu as payé avant en pub, donc l'advertising, la conversion client. Ça coûte éventuellement aussi les frais de retour, les frais de stockage, les frais d'ouverture de colis, ça coûte très cher. Moi, ce que je veux mettre dans la tête de mon client final, donc du consommateur, en fait, ton client à toi, c'est ok, t'as acheté chez moi, tu m'as fait confiance. Si tu veux vraiment un retour pour remboursement, c'est que j'ai mal fait mon travail. Ça veut dire qu'en fait, aucun produit de mon site ne te convient. Par contre, si en fait, t'es content d'avoir acheté chez moi, que je peux te proposer un échange ou un avoir, là, ton retour est offert. Parce qu'en fait, c'était peut-être pas exactement ce qu'il te fallait, mais on a mis le doigt sur un produit dont tu avais besoin. Par contre, si tu veux un retour pour remboursement, c'est un peu la fin de l'histoire. Et ça, malheureusement, je peux pas accepter que ça me soit aussi à mes frais. Donc je vois ce que tu veux dire. Moi, je pense qu'on est quand même dans une tendance où il faut créer de la rétention et il faut, entre guillemets, rendre painful le fait de s'être complètement trompé. Mais en fait, ok, je trouve ça hyper intéressant de l'aborder sous l'angle en fonction du modèle de remboursement ou d'échange que tu as. Tu vas avoir des frais de livret de retour qui sont plus ou moins élevés, et ça, je trouve ça hyper intéressant. Il y avait un point sur les attentes des clients sur les retours. Aujourd'hui, si tu devais un peu nous partager la liste un peu de, tu vois, moi, mon client qui achète un produit sur mon site, c'est quoi ses attentes? Qu'est-ce qu'il veut sur la partie retour? Parce que tu vois, je suis assez persuadé qu'il veut le retour gratuit dans mon domaine, ou en tout cas dans certains domaines, notamment je pense à le domaine de la mode, où tu as des taux de retour qui sont très élevés. Comment tu vois, toi, un peu les attentes des clients sur ça? Tu as tout à fait raison. La vérité, c'est que en fait, il faut que tu vois quelle est la typologie, enfin, il faut vraiment identifier la typologie de l'e-commerçant. Si c'est du luxe, évidemment que le retour sera offert. Moi, je tiens vraiment à préciser ce que je disais tout à l'heure. Le retour payant, c'est un panier moyen qui va être, à mon sens, entre 70 et 120 €. C'est-à-dire que c'est un moment où, en fait, les frais de retour, si tu les gardes à ta charge, plus les frais d'expé, ça fait déjà plus de 10% de ton CA de la vente. Là, ça devient trop cher, en fait. Si tu es sur du 200 € de panier moyen, c'est déjà plus facile. Pour revenir sur ce qu'attend le client final, je pense que le client, il veut que le process soit simple. Je suis pas sûr que le remboursement immédiat soit un enjeu. Aux États-Unis, il y a une boîte qui s'appelle Affirm qui a levé 300 millions $, dont le métier est de faire du remboursement immédiat quand tu as fait ta demande de retour. Mais moi, j'y crois pas à ça. Tu sais, la clientèle française, c'est pas une clientèle à ce point-là folle. Elle sait que tout prend du temps. Je pense que si tu commences à proposer du remboursement immédiat, ça ouvre évidemment la fraude. Et on a déjà beaucoup de complexité, hein, tu le sais, dans le e-commerce. Je pense qu'il faut simplement donner un délai indicatif et le respecter. Si ton client, tu lui dis « Ok, regarde, fais ta demande de retour. Ton échange, nous, on réserve les stocks. » Donc le client, il sait qu'il n'y aura pas de problème pour son échange. Si c'est un avoir, il sait qu'il pourra l'utiliser, il n'y a pas de problème non plus. Si c'est un retour pour remboursement, oui, ça va prendre un peu de temps. Ça va prendre 3 à 5 jours après la livraison. Tu peux suivre exactement ton colis. No stress, ça va bien se passer. Et il faut respecter ces délais. Moi, je pense que c'est juste une demande de clarté, de transparence vis-à-vis du client final. Et nous, c'est le mantra chez Babac. On est là pour apporter la transparence. Et je pense que les pure players le font très bien aussi. Hein. Quand à Amazon, tu mets ton colis ici à la poste, ici à Station F, tu seras potentiellement remboursé dans les 2 heures. C'est too much, mais ça existe. Ouais. C'est vrai que pour le coup, Amazon, d'un point de vue logistique, c'est des monstres. Surtout sur les retours, c'est assez impressionnant. Donc tu me disais, dans les attentes clients, il y a cette clarté de dire et cette vision, ok, bah, le retour il va se faire sous 5 ou 7 jours, on va vous rembourser sous 7 jours suivants si c'est un remboursement ou les échanges, etc. Est-ce que tu vois d'autres points, toi, aujourd'hui, dans les attentes des clients sur cette partie retour, en termes soit d'expérience ou de promesses des e-com? Je pense que on parlait un peu du retour sans étiquette tout à l'heure. Je pense que le sans étiquette, c'est quand même un gros sujet. Je me souviens un peu du pourcentage exact, mais il y a quand même un grand nombre de Français qui ne sont pas équipés d'une imprimante chez soi, enfin chez eux. Ça, c'est un vrai sujet. Je vois beaucoup les colis réutilisables. Pour le moment, je dois reconnaître que j'y crois pas trop. Parce que économiquement, le carton, malgré l'inflation, ça reste quand même beaucoup moins cher qu'un colis réutilisable. Je vois le sens. Vraiment, écologiquement, je vois le sens. La Poste travaille avec, je crois, 1 ou 2 prestataires là-dessus. Et j'encourage vraiment cette démarche. Je pense que c'est intelligent. Et nous, quand on propose du retour sans carton ni étiquette, de manière très concrète, pour le retour, ça a du sens de faire un colis réutilisable. Pour une livraison à domicile, c'est quand même une tanasse logistique pour le client, quoi. Qu'est-ce que je fais de mon carton réutilisable?
ok, je dois le remettre dans un bureau de poste, c'est bien quand tu habites à Paris. Moi, je suis quand même plutôt un mec de la campagne, je suis plutôt un mec des zones éloignées du centre, et c'est quand même un peu plus compliqué à gérer. C'est pas impossible, mais bon, je pense que l'impact malheureusement écologique du e-commerce, il existe. Je pense qu'il faut savoir à qui on achète. La logistique en France, elle est quand même très verte. Je pense que tu le sais, mais via Colissimo, ça passe pas par l'avion, c'est que du train ou de la route. Ils ont fait des gros efforts là-dessus. Donc je pense qu'on est déjà en train de tendre vers un idéal. On n'y est pas encore, mais on tend vers un idéal. Et nous, l'objectif, c'est de le démocratiser, comme tu l'as compris. Ok, très clair. Et je pense qu'il y a un truc que nos auditeurs se posent comme question. Tout à l'heure, tu parlais un peu de retour sans étiquette. C'est quoi le retour sans étiquette? Juste peut-être pour revenir sur ce sujet, de quoi il s'agit réellement et concrètement. T'as raison. Je l'ai pas précisé. Le retour sans étiquette, c'est de dire que, en fait, au lieu d'avoir une imprimante chez toi, tu vas pouvoir te rendre dans ton bureau de poste pour imprimer ton étiquette au bureau de poste directement, avec un petit QR code qu'on aura généré pour toi. Ça a beaucoup d'avantages pour le client. Et c'est un premier pas, tu vois, pour encore une fois dire à ton client, bon, le produit va pas, ne stresse pas, tout va bien se passer. Tu vas juste te rendre comme tu l'aurais fait de toute façon, dans ton bureau de poste ou dans ton point relais. On travaille beaucoup avec les points relais pour le moment. Et tu auras une expérience en fait encore plus simple parce que tu auras moins cette contrainte de dire je dois passer à Copytop pour imprimer mon étiquette avant d'aller au bureau de poste. Donc en gros, le principe, c'est t'emballes ton colis et tu vas au bureau de poste et ils te l'impriment pour toi. Moi, les derniers retours que j'ai fait, c'était beaucoup du colis, point relais. Ouais. Est-ce que les points relais sont équipés de ce type de techno ou pas vraiment en fait? Ça a été un gros sujet. Le problème des points relais, et je l'ai été, hein, c'est qu'on reste pas toujours point relais longtemps. Aujourd'hui, un point relais, il gagne 30 centimes par colis retour. C'est rien. Si jamais tu demandes de faire une manœuvre où en fait il va devoir s'occuper de toi pour que tu fasses ton retour sans étiquette, alors qu'il a quand même des produits à vendre où il fait plus de marge, il y a un problème d'expérience. Le bureau de poste, à mon humble avis, il s'y prête plus. C'est possible, hein. Je crois qu'à l'époque, on avait fait du retour sans étiquette, mais typiquement, c'est plutôt du UPS. C'est plus premium, c'est plus cher. En France, tu fais du mondial ou du chrono. Et là, c'est quand même plus compliqué à mettre en place. Ok. Et il y avait un autre truc dont tu as parlé tout à l'heure qui, je pense, est intéressant aussi pour nos éditeurs. Tu disais le retour sans colis. Alors quand je dis sans colis, c'est un peu sans emballage. Sans emballage, exactement. Comment ça se passe ça concrètement? C'est cool qu'on recreuse peut-être vite fait ce sujet, est-ce que hyper intéressant. Complètement. Bah, nous, c'est un projet qu'on a avec French IoT, l'accélérateur de la Poste, dans lequel qui nous a fait l'honneur de nous choisir en tant que lauréat 2023. L'idée, c'est de dire, en fait, dans les bureaux de poste, tu peux déjà trouver des cartons en fait, pour envoyer un colis. Et tout à l'heure, je t'ai parlé de colis réutilisables. En fait, il faut savoir que quand tu fais une demande de retour via notre logiciel, on sait exactement ce que tu retournes. Donc en fait, on peut déjà calibrer le colis dont tu aurais besoin pour éviter, admettons, tu as fait une commande avec 4 produits, tu en renvoies un. Si tu récupères ton colis initial pour le renvoyer, en fait, il va être vide aux 3/4. Puisque tu as avec 4 produits, bon, admettons, ils font tous la même taille, c'est pas toujours le cas, mais peu importe, il va être vide aux 3/4, donc on perd de l'argent. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est créer un moyen de calibrer encore mieux le retour, comme on fait pour l'expédition. Et c'est pour ça que là, les colis réutilisables, il y a un avantage, tout comme un colis en carton en fait. S'il y a plusieurs formats en bureau de poste, on pourrait complètement utiliser un colis en carton. Tu dis je viens avec mon produit, je mets le bon produit le produit dans le bon colis qui est disponible sur place, l'étiquette et ça part. Ok, tout simplement en fait. Tout simplement. Ok. Écoute, merci pour toutes ces précisions, c'est hyper intéressant, on a vu quand même pas mal de points. Moi, il y a un dernier point que je voulais voir avec toi sur les retours avant qu'on attaque la partie réduction de remboursement. Je trouve ça intéressant quand j'ai des experts de parler de KPIs, donc les indicateurs de performance sur les retours. Aujourd'hui, si tu avais des recommandations à faire à nos auditeurs sur les 2-3 indicateurs, même limite l'indicateur phare que tu dois regarder sur les retours pour piloter tes retours, et peut-être deux autres indicateurs qui seraient complémentaires pour avoir une vision plus claire, ce seraient lesquels? Alors moi j'ai un dashboard de KPI, on en a au moins une quinzaine. Okay. Du coup si je dois t'en donner 2 ou 3... Vraiment les métriques phares, parce que ouais. Les gens ils n'ont pas le temps de regarder 15 métriques, c'est trop compliqué, il y en a 2-3, il faut les regarder, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a quelque chose qui est assez... Une approche pragmatique serait de dire, moi je fais beaucoup de prêt-à-porter, chaussures, accessoires. Franchement c'est 90% de mes clients font ça. En gros, un taux de retour classique quand tu fais de la mode homme, c'est entre 7 et 15%. Quand tu fais de la mode femme, c'est entre 12 et 20%. Ça peut monter un peu au-dessus. Quand tu fais de la chaussure, ça va être entre 15 et 25%. En France, à chaque fois. Moi, ce que j'aime beaucoup quand même, c'est rappeler aux clients que c'est pas le taux de retour général qui compte, c'est vraiment eux dans leur spec, dans les produits qu'ils vendent. Et c'est pour ça qu'il y a plus de KPI que ça. C'est qu'il y a des sous-catégories. Typiquement, nous, on fait par produit. Donc ça, c'est intéressant, parce qu'un produit sur lequel tu as fait de la grosse pub, ou tu as eu un gros taux de conversion,
En fait, si tu as 30% de retour derrière, arrête ta pub. En fait, arrête ta pub vite, urgent quoi. Parce que là, il y a un problème. Par contre, si jamais tu as un produit qui marche bien, qui a un faible taux de retour, pousse-le. N'hésite pas. Il y a des outils qui peuvent te le permettre. Tu peux aussi choisir dans ta DA de les mettre plus en avant dans tes pages produits. Je pense qu'il y a ces deux approches. Il y a l'approche pragmatique et de dire bon, ok, les femmes généralement renvoient plus que les hommes. Encore une fois, c'est factuel, hein, c'est pas du tout un jugement. Et la chaussure, homme ou femme, est un produit qui se renvoie plus. Ok. Donc KPIs, premier KPI, c'est taux de retour. Ouais, taux de retour général, par typologie de clientèle, par panier moyen. Par produit. C'est déjà, par produit, là c'est le top. Ok. T'as d'autres indicateurs que tu regardes justement sur cette partie logistique de retour? Je pense qu'après c'est le coût d'un retour. C'est plus du pourcentage, et le coût, c'est en fait combien tu veux investir dans un retour e-commerce. Parce qu'en fait c'est aussi un choix d'investissement. C'est un choix d'expérience client. Expérience point relais. En fait que ce soit Mondial Relais qui a 5000 lockers et on va dire 10 000 points relais, ou 12 000 je crois, ou du chrono relais, c'est pas pareil. Parce que Mondial Relais ça te livre en 3-5 jours, chrono ça le livre en 48 heures. C'est pas les mêmes commerces non plus. Un relais pick-up, ça va aussi être un bureau de poste. C'est quand même cool quand t'as en région de pouvoir aller en bureau de poste. Et puis UPS, c'est parce que tu vas faire du retour transfrontalier. Ça, on n'en a pas parlé, mais le retour en France, c'est une partie de ce que fait Babac, c'est une partie de ce que font les e-commerçants. Mais fort heureusement, les e-commerçants n'ont pas 70 millions de personnes à toucher, mais en fait beaucoup plus. Et ça, c'est des enjeux qui sont incroyable, il faudrait presque faire un podcast là-dessus, c'est hyper intéressant. Et sur la partie des coûts de retour, tu m'as dit un truc assez intéressant tout à l'heure qui est peut-être dire, imagine tu commandes 5 produits, tu n'en renvoies qu'un. Moi je crois, il me semble sur le site e-com, on a le même prix, peu importe en fait ce qui est renvoyé en termes de frais de retour. Est-ce que justement tu as la possibilité un peu d'adapter tes coûts de retour en fonction du prix réel, du poids du colis de retour, tu vois? C'est une très bonne question. Les e-commerçants sont pas toujours hyper bien éduqués au coût logistique d'un retour e-commerce. Parce qu'en fait, ils avaient l'habitude de laisser à la charge de leurs clients, comme je te disais tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on a souvent compris qu'on achetait du transport retour comme on achetait du transport aller. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Donc, en fait, la somme forfaitaire déductible d'un retour, enfin des retours payants, elle est un petit peu à différencier du coût réel du retour. La somme forfaitaire, c'est pour expliquer au client que peu importe ce qu'il retourne, ça va lui coûter tant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, je vais pas dire dissuasif, mais c'est plus de l'éducation du client pour lui dire, regarde, en fait, ton retour, ça coûte de l'argent. Par contre, concrètement, pour un e-commerçant, il faut faire très attention au mode de retour qu'il choisit. Parce que aujourd'hui, il y a eu une stratégie de dumping d'un des transporteurs qui s'appelle, enfin bref, pas besoin de le nommer, mais il a fait du dumping très fort sur les prix. Donc il y a eu un peu un alignement du marché, sauf de Colissimo, qui est aujourd'hui quasiment 50% plus cher qu'un transporteur relais. Donc c'est à prendre en compte dans les calculs. Ok, ouais, non, c'est assez important. Je sais que nous, c'est un très gros enjeu, parce qu'on n'a pas forcément un très gros niveau de retour, mais on est dans cette tranche de prix, tu vois, aux alentours de 100, 110 euros de panier moyen, et où en fait, finalement, le prix d'un retour, ça peut être rapidement 5-6 euros. Là, je parle juste des frais Mondial Relais, et je parle pas des frais de remise en stock, des frais potentiellement de repackaging, parce que parfois le packaging, il est éclaté, les gens, ils font pas attention, donc ça peut vite coûter très cher. En fait, tu lâches une quantité de marge phénoménale, et là, en 2023 et sur l'année 2024 aussi, vu les enjeux qu'on a d'inflation, d'économie qui sont peut-être pas aussi positifs que pendant le Covid sur la partie e-commerce, mais en fait chaque euro de marge, et aussi ça c'est un truc qui est intéressant dans la logistique, c'est que chaque euro, même chaque 10 centimes que tu peux aller gratter sur les colis, en fait sur le volume de retour que tu peux faire, c'est monstrueux en fait, l'argent que tu perds et que tu lâches là-dedans. Et c'est pour ça que c'est hyper important de s'intéresser à les coûts de ton retour, parce que tu lâches potentiellement une quantité de marge phénoménale. Alors si tu peux me permettre de faire un peu l'avocat des logisticiens, parce que je travaille beaucoup avec eux, je sais que il y a en ce moment une contraction du marché qui fait qu'on essaie et à juste titre, de renégocier les accords commerciaux avec les logisticiens. Pour être très proche de certains logisticiens, je peux te dire que la logistique aujourd'hui, c'est quand même un secteur qui gagne pas beaucoup d'argent. Parce qu'il y a eu l'augmentation du SMIC, parce que l'augmentation des matières premières, tout ce que vous avez vécu en tant qu'e-commerçant, les logisticiens l'ont aussi vécu. Et en fait, ça met un peu en danger l'équilibre économique des logisticiens qui, sur les opérations, en fait, est souvent pas rentable. Et c'est fou, en fait, de se rendre compte de ça, parce que tu vois des cellules de 5000 m² qui peuvent potentiellement pas être rentables pour un logisticien. Donc, évidemment, tu peux te rattraper sur de l'intelligence, sur du conseil, sur du transport, mais ça pose un vrai problème. C'est-à-dire que les 10 centimes que tu vas aller gratter à ton logisticien,
et encore une fois, je te mets pas en cause en tant qu'e-commerçant parce que tu as tout à fait raison de le faire. Dans le contexte actuel, c'est en fait 10 centimes de moins, mais c'est aussi l'argent en moins qu'il a dû gagner parce que malheureusement, c'est beaucoup de gens qui sont au SMIC dans les entrepôts, quelques intérimaires aussi, mais c'est un métier qui est difficile et c'est un métier qui a subi l'inflation. Donc il y a vraiment une contraction globalisée du e-commerce et c'est vrai que c'est aussi pour ça que bien gérer ses retours, c'est aussi pouvoir laisser respirer ses interlocuteurs historiques et dire tiens, il y a une nouvelle solution qui peut m'apporter de l'intelligence, de l'équilibre économique et ça me permettra d'éviter d'aller, au lieu de gratter 10 parce que je vais gratter que 5, parce que là-bas, et avec Webback c'est souvent le cas, tu auras déjà gratté 50 centimes, voire plus. Mais voilà, c'est vraiment, je vais pas parti pris parce que je suis évidemment du côté des e-commerçants, ce sont eux mes clients, mais je suis aussi là pour essayer d'équilibrer ce que je peux à mon humble niveau. Ouais, mais en fait, il y a plusieurs choses. Que là, tu parlais des logisticiens, genre beaucoup le transport, etc. Mais en fait, t'as un peu tout, quoi. T'as à la fois la gestion de l'entrepôt, t'as la partie transport, t'as la partie remise en stock, t'as la partie packaging qui peut te coûter un peu d'argent. En fait, t'as vraiment tous ces aspects-là. Et en fait, surtout, ce qui est frustrant, je trouve, sur un retour, c'est qu'en plus de ça, t'as certainement offert la livraison en entrée parce que pour le coup, c'est très difficile de pas l'offrir sur certains niveaux de panier moyen. Et donc en fait, tu es en mode double peine. C'est-à-dire que tu as payé ta livraison et ton logisticien au départ, et toute la partie logistique au départ, puis tu la remettre en stock derrière. Donc en fait, en général, ça te multiplie par 2,5 tes coûts juste de logistique. Et rien que sur ça, ça te fume potentiellement la marge de 2 ventes. Et tu vois, genre à ces niveaux-là, c'est ça qui est impressionnant, quoi. C'est exactement le chiffre. On dit souvent que en fait, quand tu as remboursé un client, il faut 2,4 ventes pour corriger le remboursement du client. Tu vois, j'avais fait 3-4 maths dans ma tête, mais, non, mais c'est intéressant. C'est top ce que tu dis, parce que en fait, c'est pour ça que tout à l'heure, je te parlais de rétention et de fidélisation. Alors, je veux pas vendre Webback trop non plus, mais c'est exactement l'enjeu en fait du retour e-commerce. L'enjeu du retour, c'est de comprendre que en fait, un retour n'est pas forcément un problème avec le marchand, mais c'est peut-être un problème juste avec le produit. Un problème avec le marchand, c'est grave, ça te coûte de l'argent. Ok, tu as pu mal faire ton travail, ou le client a pu être un peu dingo et en fait être complètement planté. Mais en fait, si c'est juste un problème avec le produit, il n'y a pas de raison qu'ils choisissent pas une option de cash rétention. Le terme cash rétention, c'est quand tu vas pas le rembourser. Moi, j'ai des clients qui font 70% de raisons de retour liées à la taille. En fait, ils doivent faire au moins 50% de leur retour qui sont de l'échange. Moi, mon métier, c'est que si c'est un problème de taille, c'est pas un problème d'autre chose. C'est un problème de taille, c'est d'être un échange, c'est tout. Et c'est ça, en fait, l'avantage d'avoir une bonne solution de retour e-commerce, une solution spécialisée, parce que, en fait, tu vois, l'aspect front d'échange et d'avoir, c'est 20% de mon job. Tout à l'heure, on parlait de logistique. En fait, le gros travail, il est en back-office. Tu le vois même pas en tant qu'e-commerçant. Tu sais que tu as un chef potentiellement un DSI ou un chef de projet qui va venir s'occuper des connexions. Le gros du travail, c'est de comprendre que par e-commerçant, tu as une architecture web. Shopify, c'est super, mais en fait, derrière Shopify, tu as plein de sujets. Ce qui est sûr, c'est que dans les 20% que moi, je te montre en front sur ton site, et ce que voient tes clients, il faut absolument que ça permette de diminuer au maximum tes remboursements. J'ai fait une publication hier sur LinkedIn chez un de mes clients, et un vrai client avec des vrais stats. On est transparent au possible. Il fait 50% de cash rétention sur les 28 derniers jours. Impressionnant. Voilà. Il faudrait que je regarde sur le site. C'est-à-dire que je vais te montrer, il a 59%, dont je crois 11% d'avoir, ce qui est un peu faible. Tu vois, je suis vert de montrer 11% d'avoir, mais 49% d'échange. Ou 48%, c'est incroyable. 48% d'échange, c'est incroyable. Et c'est mérité, parce que ces produits sont bons, les fiches produits sont imparfaites, les clients ne savent pas toujours ce qu'ils veulent. Bon, ok, ils se plantent, ils savent qu'ils ont l'échange gratos. Ça a coûté 5 € de frais de retour, avec 4,50 si t'achètes bien. Ça a coûté 5 € de frais d'expédition, donc 10 balles. C'est un produit qui vaut 120 ou 150 €. Bon, ça t'a coûté 10 balles, mais à la fin, t'as vendu ton produit, ton client est content, il rachètera pour son fils ou pour son frère. Donc ça, c'est super. Ok, mais c'est hyper intéressant. On va pouvoir parler après de mon site. J'aimerais bien qu'on rentre sur la partie remboursement. Là, on a commencé à slider un peu sur ce sujet-là. Aujourd'hui, j'aimerais bien savoir un peu sur la partie. En fait, je pense un des trucs qui est très important, c'est ce que tu disais, de dire comment je réduis le nombre de remboursements. Mais moi, ce que je veux voir aussi là-dedans, c'est comment je le réduis intelligemment. Et j'en parlais avec des amis hier soir. Je leur disais, je vais faire un podcast sur les retours, ça va être super intéressant. Et ils me disaient, c'est quoi le sujet précis, tu vois? Ça va être les remboursements. C'est énervant, les remboursements, ça me rend fou parce que on t'oblige à prendre des avoirs. Et tu sais, tu vas à la SNCF, tu rembourses ton billet et on te donne un avoir. Et pour te faire rembourser, c'est un enfer. Alors que légalement, ils n'ont pas le choix.
Tu vois, ils sont obligés à ta demande de te rembourser sur ton moyen de paiement. Genre, c'est la loi. Mais il y a beaucoup de gens, beaucoup de sites e-commerce, mais pas que, hein, beaucoup aussi comment dire, de vendeurs de services, etc., qui te forcent à faire de l'avoir et qui, en plus de ça, font des parcours d'enfer. Il me racontait une histoire, c'est un de mes potes, Lucas, que je salue, qui me racontait une histoire sur le fait qu'il avait dû envoyer un courrier en recommandé pour avoir le remboursement de son billet. Et j'étais en mode, mais 2023, tu vois, genre... à quel moment? Donc bon bref, tout ça pour dire, anecdote étant terminée, comment aujourd'hui en tant que e-commerçant je peux réduire mes remboursements mais de façon intelligente et en respectant mes clients? Elle est hyper intéressante ton analogie avec la SNCF parce que eux ils sont en monopole, les e-commerçants ils le sont pas. Donc ça veut dire que si ton client tu le perds, et ben en fait tu le perds pour de bon. Toi tu galères avec la SNCF et en fait à la fin tu vas reprendre la SNCF. Mais c'est exactement ce qu'il me disait, il me disait moi il y a un site me propose ça, jamais de la vie il me revoit, jamais. Et je comprends en vrai. De toute façon, c'est pas possible. En théorie. Donc ma femme elle a un problème en ce moment avec une marque de collants qui veut pas la rembourser. Et pourtant c'est une DNVB avec des codes de DNVB. Bon, bref, c'est un autre sujet. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Dans les 15 jours, rétractation, sans motif, c'est remboursement si le client le demande. Moi, je pense que pour être très précis sur les remboursements, faire baisser les remboursements, c'est très important. Parce qu'en fait, ça veut dire que ton client a accepté une résolution qui lui convenait plus que de l'argent. Tu sais, la douleur de l'achat, pour moi, elle est fondamentale. On a eu à un moment donné sur Zalando, tu sais, le essayer d'abord, payer ensuite. C'est dramatique. C'est dramatique parce que un transport, on le disait tout à l'heure, ça coûte 5 € l'aller, frais logistiques, elle est 1,50 € de préparation, un retour 5 € plus 1 €, bon, ça coûte 12-13 balles. Tu négocies bien, tu peux être entre 10 et 12. En fait, le fait d'enlever la douleur à l'achat, pour moi, elle est dramatique. Parce que la douleur à l'achat, c'est un peu le consentement du mariage. C'est de dire, en fait, je sais pourquoi je m'engage. Donc en fait, à chaque fois que tu achètes, tu donnes ton consentement. Parce qu'en fait, tu as payé pour quelque chose. Quand tu as le sentiment de ne pas avoir payé, en fait, tu as évidemment le sentiment de ne pas être engagé. Et quand tu as le sentiment de ne pas être engagé, ton comportement en tant que consommateur n'est pas, en fait, entendable dans un contexte économique qui est celui du e-commerce. Moi, le buy now, pay later, donc le paiement fractionné, genre les Klarna et compagnie, la 3-4 fois Alma, j'ai trouvé ça un peu plus intelligent déjà. Alors, c'est pour ça que les e-commerçants français ont adopté très facilement le paiement fractionné et beaucoup moins le try now, pay later, qui franchement est un modèle qui ne fonctionne pas. Dans le paiement fractionné, la douleur est moins forte, mais elle existe. Mais je reste vraiment sur cette notion de douleur parce que je pense qu'elle est engageante. Et je pense qu'un e-commerçant a besoin d'engagement de ses clients. Ça crée des problèmes. Je pense que tu les as vus, il y a eu des licenciements dans les startups du paiement fractionné. Mais PayPal, je reconnais que je suis pas forcément le plus gros consommateur du 4% sans frais, mais c'est extraordinaire sur des gros paniers moyens. Mais sur du panier à 100 balles, c'est catastrophique. Et je sais pas si ça a déjà commencé la tendance pour les e-commerçants qui ont un panier moyen classique dans le prêt-à-porter d'enlever le paiement fractionné, mais je pense qu'elle devrait même pas exister. Tu vois, quand tu achètes chez Zara en 4 fois sans frais ou chez Mango, c'est parce que t'es Zara ou Mango. Quand t'es e-commerçant français sur Shopify, tu le feras jamais. Parce que t'en as pas besoin. Le remboursement, et vraiment, en fait, pour moi, l'argent du remboursement, c'est l'argent de l'achat. C'est pour ça que je me permets d'être un peu long. C'est pour ça que quand tu achètes un produit cash, la douleur est passée. Tu vois ce que je veux dire? La douleur est passée. Donc maintenant, c'est toi en tant que marque qui dois donner les arguments à ton client, selon l'expérience qu'il a eue à la livraison, de réacheter chez toi. Et c'est pour ça que, en fait, fondamentalement, moi, les e-commerçants ne le comprennent pas toujours, mais ils ont, enfin, je crois, de plus en plus la notion de l'expérience au niveau du retour, qui est de dire, il ne faut jamais que ton client quitte ton site e-commerce lorsque tu fais un retour. Il y a beaucoup de solutions qui étaient en fait des solutions où tu l'envoies sur un autre URL pour faire ton retour. Le problème, c'est que quand tu es sur l'autre URL, tu fais que ton retour. Tu peux pas repartir dans le site. Et en fait, tu perds ton client. Donc évidemment qu'il va être plus enclin à choisir un remboursement. Alors que s'il reste un peu plus dans l'univers de ton site, il va peut-être revoir un truc qui va l'intéresser et qui va l'inciter à se dire en fait, ce site, il est pas mal. Ce site, je l'ai déjà vu. Si j'ai acheté, c'est parce que j'ai déjà vu une pub. J'ai déjà vu ce produit chez un copain, chez un, je sais pas moi, dans une soirée. Moi, je pense qu'il faut créer un univers de réachat. Et cet univers de réachat, moi, je suis juste là pour le rendre visible. Mon métier, c'est pas de créer du contenu, c'est de permettre au client de faire en sorte, au moment où il est déçu de son produit, tu vois, que la déception soit moins forte que l'exigence d'un remboursement.
Ok. Ouais, donc en fait, j'aime beaucoup le truc que tu as dit tout à l'heure. De dire que finalement, tu vois, genre le remboursement, c'est que t'as mal fait. Enfin, c'est pas c'est vraiment que t'as été un mauvais. Enfin, pas un mauvais e-commerçant, mais t'as offert une mauvaise expérience. Et donc, en fait, effectivement, la personne, si c'est un problème de taille, si c'est un problème autre, bah oui, un avoir, éventuellement un échange, mais du coup, tu rentres dans une autre logique. Donc je trouve ça assez intéressant. Tu disais tout à l'heure, si j'avais une question quand tu parlais sur la partie des taux de remboursement, excuse-moi, je me suis un peu perdu. C'est quoi aujourd'hui pour toi sur le nombre de retours que tu vas avoir? C'est quoi le pourcentage de remboursement, je dirais sain, pour un e-com, et à partir de quel moment tu dois t'alerter? C'est-à-dire, tu sais, il y a toujours une zone orange où tu es en mode ouais, on est un peu beaucoup, mais ça va. Et c'est quoi la zone rouge, c'est quoi la zone verte? Alors, on parle bien de l'hypothèse où tu proposes déjà des échanges des avoirs. C'est ça, tu proposes, imagine tu as un site, tu vois, typiquement, si je te donne mon exemple, on est un site, on n'est pas dans le prêt-à-porter, on n'est pas dans la mode, mais on vend quand même des produits avec des tailles différentes. Donc mathématiquement, on a des retours, des erreurs de taille. Enfin, c'est inhérent au business en lui-même. On propose des échanges, on propose des avoirs, on propose le remboursement. Quel est le pourcentage de remboursement qu'on doit avoir, entre guillemets, de façon saine, et quand on est dans le rouge? À ton avis? Bah 0%, ouais, mais... Si tu prenais je sais pas, idéalement, quel serait toi le taux de remboursement par rapport aux avoirs et aux échanges qui semblerait logique? Donc le taux de cash rétention que tu attendrais d'une solution qui t'apporte les avoirs et les échanges. Bah, en vrai, je me dis, tu vois, des remboursements aux alentours de 10-15% de tous les retours que j'ai, ce serait fine. Donc tu as fait 85% d'échanges et d'avoirs. Ouais, 85% d'échanges et d'avoir. Ok. Honnêtement, c'est impossible. Nous, pour nos clients, donc comme je te disais hier, le meilleur qu'on a en ce moment, il a 59% de rétention. Donc c'est-à-dire qu'il fait 40 et... Non. Si, 41. 41% de remboursement, c'est ça? J'ai pas dit conneries. 41 ouais, 59, c'est ça. Non, je suis bon quelques matins, mais bref. Non, donc 41% de remboursement, c'est déjà gigantesque. Donc, tu vois, je suis complètement déconnecté. Je trouve que cette question elle est du coup assez intéressante. T'as raison, mais tout à fait. C'est un objectif inatteignable. Tout à fait juste. Je pense qu'un très bon objectif, c'est 30% minimum. Nous, chez tous nos clients, on leur dit en dessous de 30% de cash rétention, donc avoir et échange, c'est-à-dire 70% de remboursement. Donc au-delà de 70% de remboursement, notre solution n'a pas suffisamment bien marché. Entre 20 et 30%, il peut y avoir des sujets. Typiquement, tu peux être souvent en short en problème de stock. Tu vois, t'as pas assez de stock, donc tu peux pas proposer d'échange. Bon, donc du coup, le client, c'est l'avoir ou le remboursement, il veut se faire rembourser vite. Bon, il peut choisir le remboursement. Donc entre 20 et 30%, c'est acceptable. Au-dessus de 30%, c'est très bien. Et la target, ouais, c'est 30%. Ok, donc 30% c'est. Donc 70% de remboursement, 70% excuse-moi. de remboursement, en fait, ce qui est complètement abusé par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, où je serais à 10-15 quoi. Ah ouais, mais 10-15, honnêtement, si j'arrive un jour, je te promets, je pense que je te fais livrer n'importe quoi, tu me diras, je te ferai un truc, parce que c'est impossible. Je te demanderai un truc bien cher du coup. Ouais, tu peux. Ok, très intéressant. Une des questions que je me pose aussi par rapport à ça, c'est, j'ai déjà vu ça un peu sur des sites, je sais pas ce que t'en penses. En gros, pour essayer de limiter les remboursements, il y a pas mal de sites qui proposent des avoirs avec une sorte de bonus. Je vais prendre un truc très simple, tu as acheté un produit à 100 euros, tu peux te faire rembourser 100 euros, ou tu peux récupérer en avoir genre 110 euros, genre 10% de plus ou 5% de plus, peu importe. T'en penses quoi? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est utilisé? Alors nous, ça a été un de nos premiers produits en fait. On avait monté ça dans l'optique de cash rétention, évidemment. Je dis pas qu'on a été à l'initiative, j'avoue que les Américains l'avaient fait avant nous. Mais en fait, j'y crois beaucoup dans le cas où tu as une barrière psychologique à créer pour ton client qui fait une demande de retour. C'est-à-dire que si tu lui offres le retour pour remboursement, donc un retour gratuit, et que l'avoir est au montant du produit qu'il a acheté, en fait, il n'a aucun intérêt à choisir l'avoir plutôt que le remboursement. Donc tu peux majorer l'avoir lorsque tu offres le retour pour remboursement. Parce que du coup, il va, au lieu d'avoir donc 100 remboursés, il aura eu 105 en avoir, c'est 5 euros, 5%. Par contre, si tu offres pas le retour pour remboursement, faire un avoir déjà au prix, c'est parfait. Parce que tu crées une différence entre les deux options. Moi, aujourd'hui on a 53 clients live. Je pense qu'il y en a 48 qui font payer les retours. Et dans les 5 clients qu'on a qui ne font pas payer les retours, c'est plutôt du client luxe qui fait pas des petits bonus comme ça. Mais ça les intéresse à chaque fois. Je pense qu'ils y pensent. Mais comme ils voient qu'il n'y a pas d'enjeu particulier, pour le moment ils le font pas. Mais c'est intéressant, mais tu sais, les e-commerçants, ils aiment pas trop faire des promos à tout va. Ils préfèrent faire payer le retour pour remboursement parce que du coup, ils pensent à juste titre que ça va faire baisser les demandes de retour pour remboursement au profit de l'avoir, plutôt que de faire du retour gratuit et mettre un avoir majoré. Mais les deux sont possibles.
Ok, donc c'est quand même une technique qui peut faire vraiment et être pertinente. Ok. Est-ce que tu aurais, on va arriver là sur la fin du podcast tranquillement. Est-ce que tu aurais d'autres points sur la partie remboursement auxquels on n'a pas parlé et que tu avais pensé peut-être en préparant un peu l'épisode? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que tu pourrais nous partager peut-être une étude de cas ou une anecdote sur l'installation un de tes clients sur cet aspect-là, sur le fait que vous avez justement mis en place une sorte de plan d'action, peut-être faire un peu le point de qu'est-ce qui se passait au départ, qu'est-ce que vous avez mis en place et un peu les résultats de tout ça. Je pense que ça dépend vraiment de la typologie des produits vendus et du panier moyen, vraiment, et de la clientèle. C'est très important. Tu vois, typiquement un client comme Isaac, c'est un client à la base de costumes, mais c'est un client qui aujourd'hui vend des produits franchement trop cool à une très grande typologie de clientèle. Du coup, chez eux, l'enjeu, ça a vraiment été de créer de l'échange. Et ce qui est très compliqué, c'est que, en vrai, c'est un peu technique, mais ils ont un ERP qui est complexe. Donc, créer de l'échange dans un ERP complexe, bah, c'est difficile. Et surtout, ils font beaucoup de B2B. Parce qu'en fait, ils vendent, enfin de B2B dans le sens où ils vendent avec leur boutique. Donc, le stock e-com était mutualisé avec le stock des boutiques. C'était souvent une tanasse pour avoir les produits en stock. Parce que, évidemment, tu vas privilégier une vente boutique, une vente e-com. En tout cas, c'était la mentalité initiale. Aujourd'hui, ils ont vraiment réussi à faire un travail, je pense, un petit peu grâce à Babac, même si nous, on est vraiment que des facilitateurs. On n'a pas l'intelligence du e-commerçant, mais on est là pour accompagner et dire, mais en fait, je vais être un peu simpliste, mais c'est du bon sens, les retours e-commerce. Je pense que vous avez des problématiques en tant qu'e-commerçant qui sont souvent très complexes. Moi, en tant que solution experte en reverse logistique, le terme adéquat, donc en expérience client post-achat, c'est de dire, ok, comment je fais pour privilégier les différents canaux de vente initiaux que vous avez vous en tant qu'e-commerçant pour créer la rétention, tout en prenant en compte le fait qu'un retour qui vienne de France ou d'Europe ne sera pas traité de la même façon que d'un retour grand export. Et là encore, les enjeux de douane, c'est quelque chose sur lequel on est excellent et on a beaucoup de chance d'avoir cette expertise-là parce que ça permet de répondre à un certain nombre de pains de clients qu'on a qui exportent vraiment beaucoup dans le monde. Mais vraiment, pour revenir à ta question sur comment on met en place une bonne stratégie de retour e-commerce, c'est le pain, c'est-à-dire, ok, comment on fait pour que mon entrepôt sache gérer les retours rapidement pour émettre les remboursements, les avoirs et les échanges rapidement. Donc ça passe par l'annonce de retour, ça passe donc par des connexions WMS. C'est du complexe, c'est les 80% dont je te parlais tout à l'heure. Comment je fais pour que moi, en e-com, on puisse être en mesure de proposer le stock intéressant à nos clients? Et un point que je t'ai pas dit, c'est qu'on permet, nous aussi, de pas forcément faire un échange taille-couleur. Donc évidemment, la fiche produit, c'est taille ou couleur quand tu fais un échange, mais nous, on peut te permettre aussi de racheter n'importe quel produit sur le site, avec un petit checkout, c'est pour s'assurer que le client va bien envoyer son produit. Et là, c'est comment on a fait en back-office pour faire en sorte que la vente se passe bien. Soit parte immédiatement parce qu'on a fait une empreinte sur toute la commande, soit parce qu'en fait, on attend que le produit soit retourné pour émettre la nouvelle commande avec le paiement du complément de prix. Donc vraiment, c'est quelque chose... Enfin, les anecdotes, j'en ai plein. Tu vois, Eden Park, je suis allé à leur entrepôt chez Celog en Bretagne il y a 1 an parce qu'en fait, ils utilisent notre interface logisticien. Mais t'imagines pas la fierté que c'est de savoir qu'un client comme Eden Park utilise mon interface qu'on a créée avec l'équipe parce qu'en fait, on a compris qu'il fallait aider ses opérationnels. Et la phrase que m'avait dit l'opérationnel, ça fait marketing, je suis désolé, mais je te jure que c'est vrai. Elle m'a dit, avant Babac, ça me prenait 3 minutes de faire un retour, parce qu'ils avaient un document drive complexe. Avec Babac, ça me prend 30 secondes. C'est con, mais savoir qu'il y a une personne assise sur une chaise dans un entrepôt qui est satisfait d'un service fait par Benoît et moi, qui sommes, lui, ingénieur informatique, moi, qui était un ancien avocat, qui a passé du temps dans les entrepôts parce que je voulais donner du sens à ma vie et à mes projets entrepreneurs, entrepreneuriaux, je pense qu'on dit comme ça. En fait, c'est genre hyper satisfaisant. Donc là, derrière nous, il y a un événement un peu VC, tu vois. J'adore les VC, j'ai rien contre eux. Peut-être qu'un jour, on fera appel à eux. Mais aujourd'hui, on a fait juste une boîte métier terrain avec la volonté de faire le meilleur service pour des gens. Et du coup, l'anecdote, c'est de dire qu'on a fait un produit pour des gens et c'est une satisfaction. En vrai, c'est hyper intéressant et déjà, félicitations pour ça parce que c'est un challenge. En plus de travailler avec des boîtes, je dirais, qui ont ces volumes de commandes dès le départ, c'est un méga challenge. J'avais une petite question par rapport à des choses que tu disais tout à l'heure sur Isaac, sur leur ERP et leur système, parce que tu disais ils favorisaient la boutique. On n'a pas parlé justement de cette partie retour en boutique physique. Est-ce que c'est quelque chose qu'il est possible de maîtriser? Parce que là, on vient rajouter énormément de complexité dans quelque chose qui est déjà complexe, mais en fait, les attentes consommateurs aujourd'hui, elles sont
vers toujours plus d'omnicanalité, où finalement, que ce soit le site, la boutique, etc. Je te parle pas des sites, des marques qui sont avec des franchises en boutique, ce qui rend les choses encore plus compliquées. Mais comment tu vois ces trucs de retour en boutique? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez bossé, pas bossé? Est-ce que c'est dans le pipe? Et même, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques sur le sujet? C'est une excellente question. On le fait pour Rouge, qui est un de nos clients. L'avantage qu'on a avec Rouge, c'est qu'ils ont leur boutique en propre. Ils en ont 4 ou 5 aujourd'hui. Je crois qu'ils vont en ouvrir une dizaine là, dans les prochains mois. C'est eux qui nous l'ont demandé. Et en fait, c'est hyper complexe parce que tu as 3 flux différents. Tu as évidemment le flux physique de ramener un produit dans la boutique. Tu as le flux de remise en stock dans le stock de la boutique. Et tu as le flux comptable. Parce qu'en fait, c'est pas la boutique qui va rembourser. Parce que c'est pas elle qui a l'argent. L'argent, elle est sur le e-com. Et donc, du coup, il y a des enjeux qui est de dire, ok, si je remets le produit dans le stock de la boutique, il y a potentiellement comment dire, une écriture financière à faire, une écriture comptable à faire entre la boutique et le e-com. Et donc c'est quelque chose qui est possible, c'est quelque chose, l'omnicanalité, honnêtement quand j'ai commencé le e-commerce il y a 3 ans et demi, j'avais l'impression que tout était omnicanal. En fait pas du tout, mais pas du tout, c'est un cauchemar. Franchement c'est un cauchemar, t'imagines pas, alors il y a Shopify POS, du coup ils essaient de créer un univers unifié, c'est top, mais la vérité c'est que les e-commerce en français n'ont pas Shopify POS en France. Ça n'existe pas. J'ai un client qui l'a et c'est tellement simple. Ouais, mais c'est trop bien. Simple. Mais nous, on a fait ça pour Jot au UK. Ils ont 3 boutiques, ils ont un poste. Évidemment, Babac, ça marche trop bien. Mais aujourd'hui, donc pour faire un retour boutique, on l'a fait pour Nathanine et pour Rouge. Ça marche. C'est une V1. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on l'offre à nos clients parce qu'on sait que c'est pas parfait. Mais les feedbacks nous permettent d'améliorer le produit. Et je pense que le vrai enjeu, encore une fois, c'est pas de proposer un retour en boutique dans l'interface. C'est derrière. C'est comment ça se passe. Et c'est complexe. Ok, non mais hyper intéressant. Écoute, je pense qu'on pourrait parler encore pendant des heures de retour client. Est-ce que tu vois d'autres sujets qu'on n'aurait pas abordés sur le retour, sur les remboursements, juste histoire de boucler la boucle au cas où on a oublié des choses? Je crois qu'il y a quelque chose de très important qui est de dire qu'il y a eu 2 courants des solutions de retour e-commerce. La première a été de créer des interfaces, la deuxième est de créer l'intelligence. Je pense qu'on s'inscrit plutôt dans la deuxième. Et je pense qu'elle est fondamentale en fait, parce que je sais pas si t'es allé sur Adidas récemment. Non, j'ai pas. Okay. Adidas utilise les données des retours pour aider le client à choisir la bonne taille. Ouais, c'est incroyable. Ça c'est hyper intéressant. Et je l'ai vu dans le domaine des avis. En revanche, je sais pas si tu l'as déjà vu ça sur la partie avis. Okay. En gros, il y a des outils d'avis qui, quand tu laisses ton avis, on va te poser des questions complémentaires. Du genre, imagine, t'achètes un pantalon, ta taille. Combien tu mesures, ton poids, en mode tu sais, c'est des comment dire, non pas le poids précis mais c'est plutôt vous avez compris quoi, de 90 à 95 voilà, et ils vont te demander la taille que tu as pris, et est-ce que ça taille bien, c'est trop petit, c'est trop grand, machin. Et en fait du coup après tu as dans le structure des avis, tu peux dire ah attends, moi je mesure entre temps et temps aussi, je fais entre tel et tel poids, les gens ils ont choisi en général cette taille là et ils disent que c'est la bonne taille. Ok, bon, il y a de grandes chances que du coup ce soit la bonne taille pour moi, tu vois. Et du coup, j'imagine c'est un peu dans la même logique pour les retours. Je vais pas dire que tu nous as fait la roadmap du premier semestre 2024, mais c'est pas loin. C'est pas loin parce qu'effectivement, on a identifié ça. On essaie de le mettre un petit peu différemment, mais on sortira quelque chose, à mon avis, après les soldes de janvier. Ce sera une sorte de V1. Mais effectivement, le sujet, c'est de pas forcément aller à la recherche d'être, je sais pas, multi-transporteur dans tous les pays pour aller avoir 3 clients à Taïwan ou enfin peu importe. Moi je pense que la France est quand même un beau marché et c'est un marché qu'on a envie d'accompagner et d'équiper en totalité. En fait on pense qu'on a dans notre démarche en tout cas d'expertise et d'apporter une brique complémentaire pour les e-commerçants qui ont plein de choses à gérer comme tu l'as dit tout à l'heure. Il faut qu'on soit en avance par rapport à leur demande. Et donc ça typiquement on est un peu en avance, on ne l'a pas demandé, on l'a vu, on a trouvé ça incroyable. En fait si on l'a vu, d'autres vont le voir, dont les e-commerçants. Et ce que j'aimerais, et ce qu'on cherche toujours à faire maintenant qu'au début on était un petit peu en retard, on a essayé de combler un problème, maintenant on essaie d'être un peu en avance. Et donc mon conseil ce serait d'être attentif en tant qu'e-commerçant au métier plus qu'au marketing, mais je pense que c'est de plus en plus le cas. La crise elle est très difficile pour une startup sans doute, mais en fait elle permet d'éviter le bullshit, le discours bullshit, et de se baser uniquement sur des preuves et des faits. Pour un ancien avocat c'est quand même assez idéal de pouvoir s'en tenir à des faits, et c'est ce qu'on essaie de faire. Et je pense que on n'a pas de client qui nous a quittés, donc ça veut dire que ça se passe bien. Ok, bah écoute, trop stylé.
Merci beaucoup en tout cas pour cet échange. J'ai quelques questions de fin que je pose toujours à mes invités. Avec plaisir. La première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu as des médias, des contenus, ça peut être newsletter, podcast, peu importe, que tu as l'habitude de regarder, alors que ce soit sur la logistique, mais que ce soit sur le e-commerce en général, et que tu recommanderais à des gens à nos auditeurs? Le tien? Peut-être, mais ça peut être autre chose. Non, vraiment, le tien, il est très intéressant. Je pense que j'ai quand même été éduqué avec Génération Do It Yourself et Le Panier, qui sont quand même très solides aussi. Des jolis podcasts, vraiment, on va être dans les top 3, il n'y a pas de doute. Moi, je pense que le secret, ça reste quand même de parler aux e-commerçants et de parler aux gens de terrain. C'est-à-dire que l'écoute, c'est génial. Moi, le podcast qui m'a le plus impressionné, je pense que c'est Eli Koubi, qui est l'ancien des Cantonniers et chez Expérience Capital. Honnêtement, c'est waouh. C'est Nickel Benabou, qui est un mec aussi extraordinaire dans l'e-com, qui est l'ancien cofondateur de Vente Privée, VP. Bastien Borget, parce que c'est mon premier client et que je l'apprécie humainement. C'est un mec extraordinaire. Mais ça, c'est un peu mon top 3. Ah si, celui de Lacoste, de Anne-Sophie Lacoste, je crois, c'est la famille Lacoste qui a repris Fusalp. Ok. Super podcast que je te recommande. Mais voilà, sur le contenu. Ok, super intéressant. Merci pour ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Raphaël? À Station F et à Strasbourg. Non, sur babac.co, comme la Colombie, c'est O. Sur LinkedIn, j'essaie de créer du contenu intéressant 2 fois par semaine. Et puis voilà, à l'adresse raphaël@babac.co. Babac, B-A-C-K. B-A-B-A-C-K, ouais, exactement. B-A-B-A-C-K en fait, le B-A-B-A des retours, c'était un peu le nom initial. Ok. Comme tu vois, je suis en marketing zéro, mais sur le vrai, c'est pas mal. Hein. C'est vrai, t'aimes bien? Ouais, c'est sympa parce que vraiment, j'étais avec ma femme, enfin, c'était pas encore ma femme. Mais en gros, c'était le soir et je me suis dit, putain, c'est l'air mortel, j'ai acheté le nom de domaine le lendemain. Et c'est le seul que j'ai pas résilié au bout d'un an, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est que ça marche. Écoute, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir partagé toute ton expertise, toute ta connaissance sur cet épisode. Et puis, écoute, je te souhaite bonne continuation. Impatient de voir toutes les innovations que tu vas faire et on va voir aussi comment on peut installer ça sur mon site. Avec plaisir. Franchement, n'hésite pas. Et si t'as des gens qui nous écoutent qui veulent essayer gratuitement Babac, franchement, vous ferez la démo avec quelqu'un de l'équipe, soit avec moi, soit quelqu'un de l'équipe, et vous serez accompagné. On est une boîte française qui avons à cœur de faire ça, donc n'hésitez pas à nous contacter et pour toi, tu auras une promo encore plus longue. Très stylé, merci beaucoup. Salut.